Bonjour à tous, je suis Francis Duperron et je vous accueille de nouveau dans cette série de capsules de formation consacrée à la compréhension et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Dans cette capsule, nous aborderons les bandes riveraines, ces bandes de végétaux qui sont d'une importance primordiale pour les rives. Grâce aux connaissances acquises dans les capsules sur les écosystèmes des lacs et rivières, il nous sera possible de comprendre que sont les bandes riveraines et les raisons pour lesquelles elles sont aussi importantes. Nous aborderons ensuite comment s'instaurent et s'entretiennent des bandes riveraines, de même que les outils disponibles aux riverains. Une bande riveraine naturelle est la zone de terre adjacente à un cours d'eau qui existe dans son état naturel sans intervention humaine significative, et elle se compose de végétation indigène. Une bande riveraine dite restaurée ou végétalisée est une zone le long d'un cours d'eau où des végétaux indigènes ont été intentionnellement plantés ou encouragés pour, entre autres, stabiliser les berges, réduire l'érosion et améliorer la qualité de l'eau. Une bande riveraine végétalisée est généralement aménagée dans le but de restaurer ou de préserver la fonction des écosystèmes riverains et aquatiques, tout en offrant des avantages pour la protection de l'eau, de la biodiversité et des infrastructures. Dans un contexte d'une zone habitée ou altérée par les activités humaines, la zone qui constitue les bandes riveraines agit comme une barrière naturelle, protégeant les cours d'eau des conséquences de l'activité humaine telles que l'érosion accrue des berges et la pollution. Les espèces exotiques envahissantes ont un impact important sur la santé des berges et sur leur capacité à remplir leurs fonctions écologiques. La restauration des bandes riveraines exige des efforts et un investissement monétaire conséquent de la part des propriétaires et est parfois perçue négativement. Par contre, elle joue un rôle crucial dans la protection de l'intégrité écologique et de la santé des lacs et rivières du Québec. En effet, les bandes riveraines sont d'importants boucliers à de nombreux enjeux environnementaux. Les bandes riveraines ont également un impact sur le cycle de l'eau. Celles-ci stabilisent le sol avec les racines des végétaux, préviennent les inondations en agissant comme une barrière et permettent l'infiltration d'une partie de l'eau dans le sol. La nappe phréatique est donc réalimentée plus facilement en présence de bandes riveraines. Aux abords des lacs, les bandes riveraines préviennent leur vieillissement prématuré en agissant comme filtres absorbant les rejets agricoles, industriels ou domestiques qui ont tendance à accélérer le processus d'eutrophisation des lacs. De plus, en empêchant le réchauffement excessif de l'eau en bordure de la rive, les bandes riveraines permettent aux organismes aquatiques d'avoir suffisamment d'oxygène dissous à leur disposition. Puisqu'une bande riveraine constitue un habitat riche pour plusieurs espèces fauniques, elle permet également à la faune d'être plus diversifiée et abondante. Les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les amphibiens utilisent les bandes riveraines et les milieux qu'elles créent pour s'alimenter, se reposer et se reproduire. Les débris ligneux des bandes riveraines réduisent la vitesse de l'eau et le pouvoir érosif des courants. En ce qui concerne la protection des bandes riveraines, une réglementation est même en vigueur au Québec, dont le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs est responsable. Ministère que nous allons appeler le MEL-CCFP dans le futur. En vertu de la réglementation provinciale, il est obligatoire de végétaliser une bande riveraine d'au moins 10 ou 15 mètres en fonction de la pente du terrain. La pente du terrain fait référence à l'inclinaison du sol en descendant vers la rive du cours d'eau. Elle est mesurée en pourcentage et détermine la raideur du terrain. Par exemple, une pente de 30 % signifie que pour chaque 100 mètres horizontaux, le terrain s'élève de 30 mètres verticaux. Un talus est une structure inclinée ou une surélévation de terre qui peut être présente le long de la rive d'un lac ou d'une rivière. La hauteur d'un talus est importante car elle influence la largeur de la bande riveraine requise. Une bande riveraine de 10 mètres est requise lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est de plus de 30 % mais qu'elle est accompagnée d'un talus inférieur à 5 mètres. Dans les cas des pentes de plus de 30 % et continues, ainsi que lorsque le talus est supérieur à 5 mètres, une bande riveraine de 15 mètres est nécessaire. Certaines actions humaines sont également interdites dans les bandes riveraines. Il est illégal de couper des arbres et des arbustes pour installer du gazon, aménager une plage, de remblayer et creuser ou d'utiliser des pesticides et des engrais. Ces restrictions sont nécessaires pour protéger nos rivières et leurs écosystèmes. Cependant,
Certaines interventions sont tout de même autorisées dans les bandes riveraines. Par exemple, vous pouvez aménager un escalier ou un accès à l'eau en biais de 2 mètres de large à travers la bande riveraine. Toutefois, pour entreprendre des travaux de stabilisation végétale ou autres, il faut obtenir les autorisations nécessaires. Vous pouvez les obtenir auprès de votre municipalité si les travaux sont sur un terrain privé ou auprès du MELCCFP pour les terrains publics. Une bande riveraine qui a été détériorée par le temps ou les activités humaines ne remplit plus ses fonctions écologiques. Il est alors nécessaire de la restaurer près de son état d'origine en s'informant sur la réglementation en vigueur de la région. La végétalisation est un processus comportant 4 étapes. L'étape qui suit est vraiment importante, c'est la caractérisation du site. Puis ça va nous permettre de déterminer quels végétaux peuvent s'implanter dans la bande riveraine en fonction des conditions qu'on a présentes sur le site. La première chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est calculer la pente parce que ça va nous permettre de déterminer c'est quoi la largeur de bande riveraine qu'on doit avoir pour respecter la réglementation. Puis aussi, on va pouvoir délimiter la zone dans laquelle on veut planter. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sonder le sol à différents endroits pour voir c'est quoi le type de sol. Est-ce que c'est majoritairement du sable, du limon ou de l'argile? Puis ça, c'est important parce que ça va affecter différentes caractéristiques de sol comme le drainage, l'humidité, puis aussi là, la quantité de nutriments qui peuvent rester dans le sol. Ensuite de ça, on va aller regarder c'est quoi l'ensoleillement de la zone de plantation. Est-ce que c'est ombre, mi-ombre ou plein soleil? Parce que c'est pas les mêmes végétaux qui poussent dans différentes conditions d'ensoleillement. Il faut aussi identifier jusqu'où l'eau monte sur notre terrain pendant les crues du printemps parce qu'on va planter des végétaux qui tolèrent l'eau dans ces zones-là. Il y a aussi les zones d'érosion. Si c'est le cas, il faut les identifier parce qu'on va éviter de planter trop proche des zones d'érosion pour ne pas perdre nos végétaux justement pendant les crues parce que là, on perd de l'argent. On peut aussi aller faire un inventaire des principales espèces indigènes qui poussent déjà sur notre terrain parce que ça va nous indiquer que ces espèces-là, en fait, sont déjà adaptées aux conditions qu'on trouve sur le site. En même temps, par exemple, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de conifères dans votre bande riveraine, ben ça veut dire que votre sol va être un peu acide, puis là, ça va nous permettre de choisir des espèces tolérantes à ces conditions-là. Finalement, on va identifier les éléments qui sont construits sur le terrain, que ce soit un muret, un enrochement, un cabanon ou n'importe quelle autre structure parce qu'on ne veut pas planter dans ces zones-là, évidemment. Puis, on va aussi en profiter pour identifier la zone où on veut se faire un accès pour accéder à l'eau, qui peut faire à peu près 1 ou 2 mètres de large. Puis, on va aussi identifier notre zone pour mettre une fenêtre verte. Une fenêtre verte, en fait, c'est une zone qui va faire 5 mètres à son plus large dans la bande riveraine où vous avez le droit de planter des herbacées ou des petits arbustes. Puis ça va vous permettre de conserver un point de vue sur le lac ou la rivière. Il faut ensuite choisir des végétaux qui remplissent différents rôles afin de permettre à la bande riveraine d'accomplir toutes ses fonctions d'origine. Il s'agit de la deuxième étape de la végétalisation. Les espèces doivent être choisies en fonction des conditions caractérisées sur le terrain et en fonction de la problématique à corriger. Par exemple, les herbacées agissent pour la couverture de la rive, les arbustes agissent comme des stabilisateurs pour les sols et les arbres agissent pour l'ombrage de la rive et de la rivière ainsi que pour la stabilisation du sol. Il y a donc différentes strates verticales de végétaux dans une bande riveraine, soit différentes hauteurs de végétaux. Par exemple, lorsque les végétaux possédant des racines ayant différentes profondeurs dans le sol, il y a une meilleure filtration de l'eau souterraine, une plus grande stabilisation du sol et davantage de nutriments qui sont interceptés par les racines. Il est aussi important de choisir des végétaux indigènes afin de maximiser le taux de réussite de la végétalisation de la bande riveraine. Les végétaux indigènes sont déjà adaptés aux conditions du terrain et pourront donc facilement s'intégrer dans le milieu. Ainsi, les espèces qui poussent déjà naturellement dans la bande riveraine seront susceptibles d'avoir un meilleur taux de survie. Lorsque tous les végétaux sont choisis, qu'un plan d'aménagement a été conçu et que les végétaux ont été achetés, il est possible de planter la bande riveraine. La plantation correspond donc à la troisième étape de la végétalisation. Ensemencez avec un mélange de plantes indigènes disponibles dans les pépinières ou procurez-vous les plantes en pot. Lors de la plantation, il faut s'assurer de respecter les distances recommandées entre les plantes. Les arbustes devraient être espacés de 50 cm à 1 mètre les uns des autres, tandis que les arbres devraient être espacés d'environ 5 mètres. Il est possible de positionner les plantes en quinconce, en massif ou regrouper des espèces similaires ensemble. Il faut également éviter de planter trop près de la rive, surtout si elle est sujette à l'érosion. Il est essentiel de prendre en compte les conditions locales pour garantir la survie des plantes. Il est important de planter dans un trou individuel au lieu de créer une plate-bande, s'assurant de planter les plantes à la même hauteur que les racines de la plante.
Ni plus bas, ni plus haut. Cette méthode favorise un meilleur développement des racines et une plus grande résistance des plantes. Lors de la plantation, il est préférable d'appliquer des mycorhizes sur les racines. Les mycorhizes sont des symbioses entre des champignons et les racines qui améliorent la capacité des plantes à absorber les nutriments du sol, favorisant la réussite de la plantation. La dernière étape de la végétalisation, c'est l'entretien des plantations. Puis on va favoriser un entretien qui est minimal pour laisser les végétaux s'implanter naturellement dans la bande riveraine. Puis de toute manière, on va avoir sélectionné des végétaux qui peuvent s'adapter aux conditions locales, donc on n'a pas besoin de beaucoup entretenir. Donc pour entretenir, on va pas utiliser d'engrais ni de pesticides parce qu'on ne veut pas mettre des nutriments supplémentaires dans l'eau puis on ne veut pas favoriser l'eutrophisation des lacs. La bande riveraine aussi est supposée nous protéger de ça, en fait. On peut couper les branches qui sont mortes, les branches endommagées ou celles qui nous empêchent d'accéder à notre mise à l'eau. On peut aussi, là, au courant de l'été, débroussailler autour des plants parce que ça arrive que le gazon vienne étouffer les végétaux. Donc ça va augmenter le taux de survie de la plantation si on fait ça. Mais on y va avec parcimonie. Finalement, s'il y a des sécheresses ou s'il fait très chaud, on va aller arroser nos plants aussi pour leur donner un petit coup de main là, dans les premières années puis suivant la plantation. Dans certains cas, la végétalisation est impossible ou du moins, ça nécessite plus d'intervention. Par exemple, si on a trop d'érosion sur notre terrain, à ce moment-là, on va favoriser des interventions qui utilisent les phytotechnologies ou des méthodes de génie plus traditionnelles. Puis ensuite de ça, on va pouvoir venir végétaliser la bande riveraine. Plusieurs organismes et associations posent des gestes concrets afin de protéger les bandes riveraines et permettent aux riverains d'obtenir de l'aide pour prendre soin de celles-ci. Agiro offre aux riverains de la Ville de Québec qui habitent dans le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles un programme de végétalisation des rives complètement gratuit. En passant par la caractérisation du terrain, par l'achat des végétaux et par la plantation, les riverains n'ont rien à débourser. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie des bandes riveraines. Résumons brièvement les points clés que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons examiné en détail la structure et le fonctionnement des bandes riveraines, soulignant leur rôle vital dans l'équilibre écologique global. En effet, les bandes riveraines permettent de restaurer ou de préserver la santé des écosystèmes aquatiques tout en offrant des avantages pour la protection de l'eau et la biodiversité. Nous avons également passé en revue les étapes de la végétalisation afin d'instaurer, restaurer ou entretenir les bandes riveraines. La préservation de nos ressources aquatiques est une responsabilité partagée. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'adopter des pratiques durables au quotidien, que ce soit en réduisant notre empreinte écologique, en participant à des programmes de préservation ou en soutenant les initiatives locales. Chaque geste compte. Afin d'approfondir vos connaissances, consultez les ressources recommandées dans la description de cette vidéo. Des lectures, des organisations spécialisées et des programmes de sensibilisation peuvent vous aider à devenir un défenseur informé de la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette aventure formative. Au plaisir de se retrouver pour la prochaine capsule.